Le parc naturel régional de Camargue est un parc qui a 45 ans d'existence aujourd'hui, donc créé en 1970, qui couvre 100 000 hectares sur 3 communes, Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui sont situées dans le delta du Rhône. Notre agriculture sur le territoire du parc est marquée par la présence de la riziculture. Au niveau des céréales, le riz est une culture pivot dans le sens où les agriculteurs y reviennent régulièrement de par les apports d'eau douce que la culture permet et qui permettent d'entretenir des sols moins salés. Puisqu'on a quand même une concentration en sel présente dans la nappe souterraine qui est importante et des sols qui ont tendance par évapotranspiration à se saliniser. Donc la culture du riz est une alternative pour les agriculteurs pour permettre de diminuer la pression saline sur les terres agricoles et pouvoir pratiquer en rotation avec le riz d'autres céréales, d'autres cultures. Alors ce qui nous intéressait au niveau de ce travail dans le parc de Camargue, c'était d'avoir un retour d'expérience des agriculteurs sur leurs pratiques, à la fois de gestion des cheptels et aussi les pratiques agronomiques liées à la céréaliculture, et de voir par leur expérience, leurs observations, quelles étaient les pratiques les plus pertinentes qu'ils souhaitaient retenir et avoir un retour d'expérience pour pouvoir le diffuser et le faire connaître au public. Voilà, on arrive dans le riz à sec en deuxième année. Deuxième année de riz. Là, on le voit au plus mauvais moment de la journée, puisque c'est le moment où il fait le plus chaud. Et le riz, c'est vrai que le plus beau du riz, c'est le matin de bonne heure à la rosée. Et pas la grosse chaleur. Mais bon, voilà, c'est du riz semé à sec. Cette année, nous avons 43 hectares de riz semé conventionnellement et 47 hectares de riz semé à sec, ce qu'on appelle à sec. La culture de riz à sec est une culture particulière. Il faut que les préparations de semis soient préparées comme pour faire du tournesol ou du maïs. Il faut travailler le sol finement. Ça permet pas mal d'avantages. La première, économie de semences. Au lieu de semer à 200-220 kg hectare, là, on sème entre 50 et 80 kg hectare. Là, on a semé à 70 kg hectare. La deuxième, c'est que vous économisez de l'eau puisque vous commencez par laisser pousser le riz avant de mettre en eau. La troisième, c'est que vous n'avez ni vers ni algues, puisque c'est pas en condition hostile, il n'est pas dans l'eau, donc voilà. Et la quatrième aussi qu'on ne pense pas, mais c'est que souvent, 90% le semis à sec, le riz pousse tout en même temps. Ça veut dire qu'au bout du bout, il mûrit tout en même temps. Et pour faire des semences, c'est 2 fois mieux. Vous avez des semences de meilleure qualité. Donc comme variété de riz, j'ai du Paty, c'est un lombé, un nouveau. Je l'avais l'année dernière en première multiplication, qui promet beaucoup, qui est déjà pas vilaine d'ailleurs, je trouve, cette année. J'ai de la relate. Et j'ai du riz rouge pour Biosud Mazaville, du rouge tam-tam. Et après, dans mes vieilles rizières, j'ai du gageron, c'est un riz rond. Voilà. Donc j'ai que du riz français. Le riz, c'est une passion. Le riz, c'est une passion qui va avec la région, bien sûr. C'est la culture qui est pour moi la plus constante dans les rendements. Une chose importante, c'est que le riz n'est pas une plante aquatique. C'est une plante qui a la capacité de vivre dans un milieu hydromorphe. Ce qui fait la différence avec une céréale, c'est son système racinaire. Toutes les céréales ou les autres cultures ont besoin d'avoir des racines dans un milieu oxygéné parce qu'elles créent des racines avec des poils. Le riz, ce sont des racines tubulaires. Le riz fonctionne comme une pompe à neutrons. C'est la photosynthèse qui fait qu'on amène l'oxygène par les racines. Voilà la différence. Donc le riz peut très bien démarrer comme une céréale. Et à un certain stade, qui est bien connu maintenant, qu'on sait parfaitement gérer, on met l'eau. Quand on met du riz dans l'eau, on est tout le temps en train d'observer, et c'est le rôle de l'arroseur, quel est son stade du riz. Parce que si le riz
Une fois qu'il a germé, on le laisse trop dans l'eau, comment il va faire sa photosynthèse? Et après, comment il va s'accrocher? Parce qu'il faut qu'il s'accroche, parce qu'il pousse dans l'eau, il faut qu'il s'accroche dans le sol, il faut qu'il plante sa racine. Donc à un moment donné, il faut faire la sec d'enracinement. Mais si les conditions climatiques ne sont pas bonnes et qu'on part avec des coups de vent, comme on connaît chez nous, et coups de Mistral, ou des variations de température journée, ça ne va pas bien se passer. Selon le stade du riz, il y a des riz qui vont passer et des riz qu'on va plus voir, qu'on va voir disparaître. Après, on a parlé des insectes. Le fait de mettre de l'eau, on favorise le développement des vers. Et c'est une des méthodes de lutter contre les vers, parce qu'on n'a plus d'insecticides, c'est la sec. C'est bien. Mais si les conditions climatiques ne sont pas bonnes, ça ne va pas bien se passer pour les plantes. Donc il y a un ensemble de choses. Alors l'objectif des semis des désherbages de positionnement, c'est un des anti-germinatifs qui permettent de lutter contre le second facteur limitant du rendement, les mauvaises herbes. Ce qui fait que le riz s'installe, a priori, si on a toutes les molécules qu'il nous faut, s'installe sans concurrence des mauvaises herbes. On installe le riz, et une fois que le riz est installé, et on met l'eau, ça devient l'eau et le riz qui deviennent concurrents des mauvaises herbes. De ce fait, on gère l'eau, on la monte progressivement. Les mauvaises herbes qui germent dans l'eau, elles ne voient pas d'oxygène, puisqu'on ne lève pas l'eau. Résultat des courses, on ne les voit pas. Donc le riz s'installe. La gestion d'eau dans les rizières, je ne mets pas beaucoup d'eau parce que bon, je vais souvent, j'y étais encore là il y a quelques semaines en Espagne, ils ne mettent pas beaucoup d'eau. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'eau, le riz pousse dans l'eau. Bon, il y en a qui pensent que ça va pour la température, ça va. Mais en Espagne, ils n'ont pas plus de 5 cm. Ici, j'en vois qui ont plus de 20-25 cm d'eau. Donc au plus vous montez, vous mettez en charge, au plus vous avez de perte d'eau. Après, s'il pleut, alors voilà, s'il pleut, il y a des parcelles qui ont un petit peu plus d'eau, et je ne fais zéro surverse. Je n'ai plus de surverse. Par le passé, toute ma vie, on a travaillé avec des roues squelettes. Alors ça demandait une puissance énorme. On abîmait vraiment le tracteur, on le faisait forcer, les trompettes, souvent on les cassait. Et on s'enfonçait, il fallait se décaler. Alors des 130, 140, voire 160 chevaux, on augmentait le poids et au bout du compte, on faisait des rodents énormes, surtout dans les terres basses. Les terres qui portent bien, il y en a en Camargue, tant mieux pour eux. Mais les terres qui ne portent pas, ben, c'est une catastrophe. Donc d'abord, avoir un tracteur qui ne dépasse pas 4000 kg. Des pneus de marque, parce que bon, on passe en basse pression, donc il faut que les flancs ils travaillent beaucoup. Là, ils sont gonflés à 1 bar 100 maintenant, et une remorque avec un essieu suiveur, parce que bon, c'est la fiabilité. Je fais un rodant devant et la remorque passe dans le rodant. Elle ne coupe pas. Et quand je rentre dans la parcelle aussi, il y a toujours un bourrelet, la remorque elle rentre d'aplomb, que sinon elle le coupe. Comme elle est plus levée traînée, c'est dangereux. Non, là vraiment, c'est vraiment au point. Voilà, le pneu, quand il passe dans la rizière, il fait 2 petits bourrelets de terre. Là. Mais c'est vrai qu'au début, on a l'impression de mal travailler. Et puis petit à petit, ils disparaissent. Parce que le fait de repasser pour l'engrais, on passe plusieurs fois, parce qu'en plus, je mets l'engrais en plusieurs fois. Je ne vais pas acheter des engrais retard, tout ça, parce que c'est un peu plus cher. Et je passe tellement facilement et tellement vite. Donc, le fait de passer, on remue, et tout ce qui est plus haut, forcément, en le remuant, va en bas. Alors voilà, là, la rigole que je fais uniquement pour écouler la parcelle qui va directement dans le fossé. Et là, il y a les raies qui sont faites uniquement par le pneu du tracteur. Et on voit que là, il n'y a pas de bourrelet. Vous voyez là? Il n'y a pas de bourrelet là. Là, c'est les pneus du tracteur qui l'ont fait, il n'y a pas de bourrelet. Vous voyez? Regardez. Il n'y a pas de bourrelet là. Vous voyez? Le bourrelet a disparu. Voilà, les pneus du tracteur. En passant, je ne sais pas, le nombre de fois qu'il faut. Hein. Chaque année, pour les rizières, nous faisons des rigoles pour amener l'eau dans la parcelle et l'évacuer. Parce que toutes les rizières sont nivelées à plat. Nous en faisons d'ailleurs même pour les blés parce que toutes les parcelles sont nivelées à plat. Et je fais que des rigoles dans le bout de chaque parcelle, mais pas dans la longueur. C'est les pneus qui me les font. Mais les rigoles que je fais en bout des parcelles, j'en fais pas beaucoup en fait, mais je les fais vraiment profond et qui sont ouvertes directement dans le fossé. Je ne mets pas de sac, je ne ferme pas. Et c'est mon fossé qui est bouché, lui, par une martelière
Voilà. Alors si je veux, ça me permet d'économiser l'eau par l'infiltration, parce que c'est énorme l'eau qu'on perd, j'ai plus de crainte de fuite par les ragondins, par les écrevisses et tout ça. Et si je vais écouler, j'ouvre ma martelière, comme pour la moisson maintenant, l'eau elle part très très vite. Très très vite. Et après, il reste très peu d'eau qui doit s'évaporer. Ça me permet d'avoir un peu plus de chance pour passer en blé, faire une grosse rotation. J'ai des terres qui sont très très argileuses, vraiment. C'est plus dur de faire du semis à sec, mais maintenant on arrive à trouver. Voilà, il pousse à sec, il ne pousse pas dans l'eau. Si on le met dans l'eau, comment l'enterrer, voilà. D'ailleurs, même je fais du tournesol de partout en rotation, j'en suis très content, du blé dur. Voilà, le tournesol, il faut rentrer quand la terre elle est pas molle. Dès que vous prenez une pelle, si elle est molle, vous n'y allez pas, vous y allez. Ça va. Après, on a un problème de levée s'il pleut beaucoup, parce que les terres argileuses, elles croûtent, mais bon. Alors les pailles, ça fait très longtemps que blé, riz, et tournesol, c'est normal. Je suis favorable au broyage des pailles et j'enfouis mes pailles. Le blé, mais surtout le riz, c'est pénible. Quand vous voulez faire un blé sur du riz, une paille broyée, il faut travailler. Hein. Tu l'enfouis quand même? Ah oui, j'enfouis. Je broie tout. Je brûle pas, je brûle rien. Quand je fais du tournesol, je laboure pour les cannes, pour semer du blé. Les rizières, je ne laboure plus. Je fais ça, pour la paille aussi, mélanger. Parce que le labour, je pense qu'il vaut mieux mélanger, et après, parce que le labour, ça vous plaque tout, ça fait une couche. En broyant, on explose la paille. Quand je dis exploser la paille, c'est qu'on a une déchiquette de la paille. Et la paille de riz, sa spécificité, c'est que le riz est riche en silice et en lignine. Donc il absorbe mal l'eau. Quand vous la broyez, quand vous la dématérialisez, on va dire, elle absorbe l'humidité, ce qui permet aux bactéries de pénétrer la paille et de la minéraliser. Donc on a un phénomène de minéralisation. Après broyage, et c'est un coût, il faudrait voir comment on pourrait contribuer à ce coût auprès des agriculteurs. On broie, on éparpille, sommairement on incorpore la paille dans le sol, même si c'est sommaire, c'est pas grave, à mesure où elle a un contact sol, humidité, bactéries, minéralisation, on récupère à la fois de la matière organique, qui est un des facteurs importants pour avoir une meilleure efficience des fertilisants, et des fertilisants à terme, de l'azote, du phosphore et de la potasse, et de la silice, parce que c'est un élément important pour le riz. Une particularité aussi de notre territoire, c'est l'élevage de races rustiques. Donc on a de l'élevage de taureaux de race Camargue, de chevaux Camargue, du mouton également. En fait, ce sont des races adaptées à notre territoire, aux zones humides, qui pâturent la plupart du temps sur de grands espaces, donc c'est un mode extensif, voire très extensif, et qui sont en extérieur toute l'année. Donc on a souvent dans les exploitations agricoles coexistence d'un atelier d'élevage avec de la production de céréales et de pâturage. Sur cette exploitation, c'est une exploitation polyculture élevage, typiquement camarguaise. On exploite environ 650 hectares entre les pâtures pour le bétail et les cultures, dont notamment du riz. Donc en fait, on fait à peu près 150 hectares de culture et le reste, c'est du marais, des pâtures pour les vaches. Voilà, pour les vaches et pour les taureaux Camargue, de race Camargue, parce que en fait, nous élevons des taureaux et des vaches de Camargue, de race Camargue, pour la course camarguaise. Le but, c'est vraiment la course camarguaise. Donc on sélectionne notre bétail pour un spectacle local, qui est la course à la cocarde. Donc on va sélectionner nos taureaux et nos vaches sur des critères, plutôt des critères de caractère, d'agressivité, que des critères physiques. Voilà. Ensuite, on produit du riz, notamment du riz biologique sur une partie de l'exploitation, afin de dessaler les terres, parce que la Camargue, c'est un milieu très salé, et donc on est obligé de faire du riz, des cultures inondées, pour faire descendre le sel dans le sol. Les bordures du Rhône sont des bonnes terres, des terres limoneuses où il y a moins de problèmes de sel. On peut avoir des problèmes de sel, mais moins. Ensuite, plus on va à l'intérieur des terres de Camargue, vers le Vaccarès ou vers la mer, vers Saint-de-Giraud ou les Saintes, donc plus le niveau des terres diminue et plus on a des problèmes de remontée de nappe salée et donc de remontée de sel sur les terres. Donc c'est sur ces terres-là où on se retrouve avec beaucoup de pâturage, de marécage, où on se retrouve avec du riz.
mais il est difficile pour les agriculteurs en Camargue de faire des cultures sèches sur ces terres très basses, parce qu'elles sont souvent dessous le niveau de la mer. On a environ 250 têtes de bétail sur l'exploitation. Le cahier de pâture de tout élevage en Camargue, c'est en Camargue stricte, c'est l'été, les bêtes sont au marais parce que le niveau d'eau descend un peu l'été et qu'il y a des herbes estivales, des espèces estivales qui poussent, donc qui vont être pâturées par le bétail. Et arrivé au mois de novembre, quand le froid arrive, ces herbes ne poussent plus, donc le bétail est ramené sur des terres un peu plus hautes, où là il va pousser de la fétuque, il va pousser des herbes un peu plus d'hiver. L'élevage et la culture, ce sont deux parties indissociables. L'un ne va pas sans l'autre pour nous. C'est-à-dire que pendant les périodes de rotation qui sont importantes sur une exploitation, on y fait de la luzerne des cultures sèches. Et lorsque on laisse passer 3 années, cette luzerne nous sert à alimenter le bétail. Et une fois que la luzerne commence à avoir quelques remontées de sel par endroit, qu'on est obligé de la renverser pour faire du riz, pour dessailler les terres, eh bien, ça nous permet de revenir sur les terres propres en riz. Et donc on passe directement en riz biologique. Pour lutter contre les mauvaises herbes, nous sommes en grande partie sur une exploitation biologique. Derrière les blés, chaque fois qu'on fait une année de blé, on envoie de l'eau après la récolte du blé, donc c'est-à-dire au mois de juillet, au 14 juillet, fin juillet. Une fois que le blé est moissonné, que la paille est enlevée, on envoie de l'eau dans les parcelles, on noie les parcelles. Déjà, ça permet d'une part de faire descendre un peu le sel, voilà. Et ça permet de faire pousser toutes les herbes, les mauvaises herbes, qui d'habitude poussent dans le riz, c'est-à-dire la panisse, le triangle, le riz sauvage. Et donc, les herbes poussent et au 15 août, on va mettre le bétail dedans pour éviter que ça graine. On fait une gestion de la repousse comme ça par le travail du bétail. Le fait que le bétail va manger ces mauvaises herbes du riz, ça les nourrit d'une part et d'autre part, ça nous permet de garder des parcelles à peu près propres. L'exploitation, le domaine, on a une quarantaine d'hectares en propriété, une vingtaine d'hectares en location, donc une soixantaine d'hectares rizifiables. L'assolement est basé sur luzerne riz. Maintenant, on a mis au point cette technique de pouvoir faire 2 riz sur 5 ans. Ça va durer. Et pendant la phase des luzernes, on récolte du foin, bien sûr, qu'on vend, et qu'on garde aussi pour nos brebis, puisqu'on a un petit troupeau de brebis, qui sert également de pré-nettoyage et de fertilisation pendant la phase intermédiaire où il n'y a pas de riz. Donc sur les luzernes, l'hiver, les champs sont pâturés par les moutons. La luzerne sert de tête d'assolement pour la préparation du sol, la mise en condition du sol, afin d'accueillir le riz dans les meilleures possibilités. Voilà. On le voit, hein, là, ces champs sont plus beaux que les champs d'à côté, parce que les champs d'à côté avec 2 ans de luzerne, là on est à 3 ans de luzerne. Donc on a un reliquat azoté du champ de luzerne qui est plus important. Ça fait un tout, quoi. C'est un système globalisé. Voilà. C'est une agriculture systémique, avec un système. C'est quand même une technique qui évolue doucement, quoi. Chaque année, on amène une petite pierre supplémentaire à l'édifice, quoi. Mais force est de constater que là, on a quand même mis en évidence un itinéraire qui permet d'avoir, à un stade avancé de la culture, 0 intrant, même bio. Justement, un des avantages d'associer les canards à la rizière, c'est que par leur passage et leur activité, ils troublent le plan d'eau. Et de ce fait, la lumière ne pénètre pas au sol et les mauvaises herbes ne germent pas. C'est mon fils qui est allé au Japon qui a vu ça. Et du coup, j'ai voulu le faire pour voir si c'était vrai, quoi. Mais finalement, c'est vachement intéressant parce que ça nous a permis d'aller vers du semis à sec, vraiment semis à sec. Et j'ai semé les grains à 3-4 cm de profondeur pour qu'ils soient hors d'atteinte des canards. Donc en fait, ce sont les canards qui m'ont poussé à semer très profond. Et on s'est rendu compte qu'en semant très profond, le riz, il était nickel chrome. Il pouvait très bien résister à des gros coups de vent comme on a eu ce printemps. 12 jours de Mistral, le riz n'a pas bougé une oreille, il était hors d'atteinte du vent. Et ça n'a pas empêché de germer très très bien. Et en plus, étant semé profond, ça permet de faire un binage à l'hercétrie. Parce que, encore une fois, le grain est hors d'atteinte des dents de la hercétrie. Donc en fait, cette méthode, les canards nous ont poussés à réfléchir encore plus loin pour avoir des rizières comme ça.
Le riz, c'est une plante magique, c'est incroyable. On arrive à des choses vraiment inattendues, quoi. C'est ça qui est... Mais ce qui est important, c'est de voir qu'avec de vieilles recettes, que sont oui, le pastoralisme, la culture traditionnelle, on n'a pas accès à la chimie, hein. On arrive à fabriquer une nouvelle agriculture, qu'on peut rappeler une agriculture post-moderne, qui est en train de s'émanciper de la chimie. Et qui a l'avantage de pouvoir proposer, d'être au moins autant performante. Un petit peu moins peut-être performante, mais dans la durabilité, c'est sûr qu'on est super plus performant, quoi. Parce que là, il n'y a aucun dégât, aucun impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine.